l'homme, et l'homme n'est jamais satisfait. L'homme n'est jamais satisfait. Alors d'abord, merci. Ce n'est pas une formule rhétorique, c'est merci de tout cœur. Je suis la seule vraie blanche ici. Non, toi, t'es pas blanc, hein. Toi, tu passes pas au test de mon ministre de l'Intérieur. Donc, j'en suis vraiment honorée. C'est une position qui m'honore. C'est un geste que j'entends comme un geste de confiance et de possible solidarité échange. Et je suis vraiment très reconnaissante à l'abbé Apollinaire Chibaka Chikongo qui m'a invitée, me connaissant très peu. On a eu vraiment très peu d'interactions. Et à l'abbé recteur également Richard Kienji Mwembo, qui est à l'origine de ma présence en RDC. Donc je suis vraiment profondément reconnaissante de cette grande occasion de vie. J'ajoute en vitesse, je suis en train déjà de brûler mon temps, que je crois que ça fait des années que je n'ai pas participé à une conférence où j'ai appris autant de choses. Ça m'a vraiment nourri et enrichi. Je vous remercie infiniment. Bon. En fait, moi j'ai ajouté, parce que le titre m'a été imposé évidemment par monsieur le recteur Apollinaire Chibaka Chikongo, et j'ai ajouté un morceau. Donc ça devient le syndrome de Cécile Kyenge, stratégie de survie sociale du noir émigré face à la névrose du raciste. Et si quelqu'un d'entre vous a étudié ou lu Fanon, vous savez que je suis déjà en train de tracer le sillage de mon exposé. Je vais vous parler de Madame Cécile Kyenge, mais je vais vous en parler par un détour. Et il va falloir avoir un peu de patience. Le premier point qui est important, c'est que si je me permets de parler de Madame Kyenge, c'est parce que j'en parle en tant que concitoyenne italienne. Je ne parle pas de Madame Kyenge congolaise. Ok ? Sinon, je ne pourrais pas en parler. Et puis, de façon un peu plus académique, ce que je vous propose, c'est de partager une partie de l'histoire de Madame Kyenge et de réfléchir sur cette histoire par rapport au thème qui nous intéresse en tant que psychologue social. Et donc, je voudrais m'inscrire dans la continuité des travaux de Fanon sur les dynamiques de domination et leurs répercussions psychologiques. Mon objectif est d'essayer, tant soit peu, d'actualiser les thèses de l'auteur à la lumière des processus psychosociaux contemporains qui sont ceux que je maîtrise le mieux. Pas tout à fait, mais le mieux. Maintenant, il faut que je maîtrise mon ordinateur aussi. Ce qui nous intéresse ici et qui justifie l'ajout justement du concept de la névrose du raciste au titre de mon exposé est la manière dont Fanon aborde la question de l'homme noir. Le nègre étant pour Fanon le noir malade de colonialisme. Dans son texte, Peau noire, masque blanc, écrit quelques années après son arrivée en France métropolitaine, Fanon introduit ainsi le concept de névrose du noir. Je parle ici de l'homme noir, du nègre, avec des majuscules, et ce sont des termes qui incluent évidemment les hommes et les femmes. Hein, mais je ne vais pas décliner à chaque fois, on deviendrait fou. Donc, selon le psychiatre antillais, donc français qui a combattu volontaire pour la France libre, mais fatalité de peau noire, cette maladie du noir ne trouve pas son explication dans un état de nature qui précéderait toute expérience, dans une essence figée et immuable, mais elle est pour l'auteur le produit d'une dynamique relationnelle inhérente au rapport de domination. Le nègre n'existe que dans la mesure où il est le produit direct et nécessaire du rapport de domination et d'oppression qui le lie au groupe dominant blanc. Son expérience successive en Algérie colonisée l'amènera à définir plus largement la névrose du colonisé, représentant ainsi le destin commun subi par tous les damnés de la terre. La maladie du noir colonisé est ainsi une conséquence psychologique et directe de la colonisation et du racisme systémique, nous le répétons. Cette maladie de l'homme noir se manifeste par des symptômes,
tels que l'aliénation identitaire, on en a parlé largement, qui amène le colonisé à rejeter son héritage culturel, à se percevoir à travers le regard raciste du colonisateur et à chercher désespérément à devenir comme l'Européen. C'est entre guillemets, ce sont des citations de Fanon. C'est ce processus qui mène à un désir de blanchissement culturel, nous venons d'en parler, et de se conformer aux normes de la culture dominante pour échapper à la condition infériorisée imposée par le colonialisme. Fanon décrit cela comme un état de dédoublement, nous dirions aujourd'hui de dissociation, où le noir se voit obligé de porter un masque pour être accepté, niant ainsi sa propre identité et ses racines, et en devenant, de cette façon, un nègre. En tant que psychiatre, Fanon renvoie l'origine de la souffrance psychologique existentielle des membres des groupes dominés aux effets de cette oppression. La condition du dominé est fascinée par la violence du système d'oppression imposé par le groupe dominant. L'étiologie de la maladie psychiatrique, selon Fanon, est de nature politique. La guérison définitive ne peut être que de cette même nature. L'autre pôle de la relation, bien naturellement, est représenté par le groupe dominant. De manière symétrique, Fanon décrit la névrose du raciste comme une véritable pathologie psychologique qui touche l'individu, mais ici aussi, dont l'origine est enracinée dans ce même système colonial et ces mêmes structures de domination. Cette névrose se caractérise, il est psychanalyste, par la projection des peurs, des angoisses, des frustrations personnelles du raciste sur l'autre, c'est-à-dire le colonisé, qui se trouve ainsi réduit à des stéréotypes et déshumanisé. Le raciste est, en quelque sorte, à son tour, prisonnier de sa névrose, laquelle, comme toute névrose, répond à un besoin psychologique profond. Pour maintenir une cohérence interne et justifier la domination et l'oppression, le raciste se réfugie dans une vision du monde qui légitime ses actes et renforce la hiérarchie sociale qu'il continue à perpétuer. Cette conceptualisation du racisme en tant que pathologie est, à mon avis, cruciale, car elle nous enseigne qu'en tant que maladie mentale, le racisme est difficilement déconstructible par la simple raison ou par des arguments rationnels. Si les hypothèses expliquent et comment a-t-elle échappé aux violences et aux abus, elle a pris ses distances. Elle a pris ses distances à la fois de la société civile italienne et de son parti. Et donc, quel est le prix de ce salut ? Sa citoyenneté est devenue très très discrète. Elle exerce comme médecin, point. Imaginez son histoire. Donc, elle est pratiquement invisible. Son engagement, son histoire est oubliée. Donc, ce qu'elle a semé, personne ne le récolte. Et donc, son histoire est vouée au silence. Et en fait, elle a choisi le silence. Elle n'est pas joignable. C'est un choix que nous respectons profondément et pleinement. Et nous n'avons aucune intention de porter jugement ou d'interpréter sa décision. Toutefois, le cas est tellement emblématique que je voudrais quand même proposer une réflexion d'ordre académique et pas personnel sur cette réponse du silence. Parce que quand même, à moi, ça évoque et ça réveille des vieux cauchemars. D'un point de vue psychologique, construire un récit autour de sa propre expérience, et c'est là que la possibilité de le faire dans sa langue maternelle, elle est où ? Dans sa langue maternelle, revêt une importance foncière. Je fais un clin d'œil au professeur Mpunga, plus ou moins. Donc cette possibilité de construire une narration devient d'autant plus essentielle lorsque les expériences sont marquées par la douleur. Bon, c'est de la psychologie, première année. La capacité de partager ce récit, donc de le partager, de le raconter avec quelqu'un et d'en avoir un retour, je me suis égarée, constitue un processus fondamental pour aguerrir une conscience de soi et intégrer les expériences douloureuses, voire traumatiques si c'est le cas. Cela permet, dans l'échange avec nos pairs, d'assembler nos diverses expériences et de transformer une vie fragmentée, ou qui pourrait apparaître fragmentée, parfois indicible si elle est particulièrement douloureuse, en une histoire cohérente, essentielle
pour intégrer les diverses parties de soi. On est tous faits de plusieurs mosaïques. Le problème, c'est qu'on doit essayer de trouver un puzzle qui fasse du sens et qui soit harmonieux. Bon. Donc, le silence n'empêche pas ce processus, on va dire, de réparation et de guérison, de réparation de la douleur. Mais les risques du silence, et on va revenir au début, sont également évoqués par Fanon, pour explorer le manque de mots et de récits décolonisés. La colonisation, nous rappelle l'auteur, impose une langue et une culture qui asphyxie celle du colonisé, privant ces derniers de ses propres mots, de son récit et de sa culture. Il crée un vide identitaire. Pourquoi est-ce que j'évoque Fanon ? Parce que dans l'interview que je vous ai lie, Madame Kyenge elle nous interpelle, elle dit « Pourtant j'étais ravie de rejoindre le gouvernement. Cela me semblait être l'aboutissement d'un parcours normal. » Oui, en tant que citoyenne italienne, son parcours était normal. Mais elle est noire, c'est pas possible. Elle ne peut que se taire. Je n'ai jamais ressenti de haine contre moi personnellement. Attention, peut-on vraiment se libérer de la souffrance en se disant que c'est la catégorie à laquelle j'appartiens qui est visée et non pas ma personne ? Hein ? C'est difficile. Fanon nous a guidés tout au long de mon exposé, mais c'est vraiment mes derniers mots, je vous promets. Je continue à le dire, mais c'est vrai. Je vais citer aussi Édouard Glissant, que j'ai appris vraiment à apprécier beaucoup. Lui aussi parle évidemment, il parle de la créolité, donc il parle des Noirs qui ont fait la traversée. Dit comme ça, c'est presque romantique, excusez-moi. Mais il dit, l'esclavage n'a pas seulement réduit les individus à la servitude physique, mais leur a aussi ôté la parole, les empêchant de raconter leurs propres histoires. On est dans le même, et les enfermant dans un silence imposé. Et Glissant décrit ce silence comme une empreinte de douleur indicible. Mais, pour Glissant, le silence ne représente pas seulement la répression. Il devient, et là c'est une note positive, il devient également un moyen de préserver l'invisible. Les esclaves, nous dit-il, réduits au mutisme durant la traite et la colonisation, ont parfois transformé ce silence en un espace de rétention, où leur pensée, leur résistance, ainsi que la mémoire collective et les identités culturelles ont pu survivre dans l'ombre, protégées des regards des oppresseurs et être racontées par la suite. Et donc, ma conclusion, c'est que nous ne pouvons qu'espérer qu'il arrive le jour où l'expérience de Madame Kyenge, préservée par son silence, pourra être racontée comme l'histoire de tout citoyen et citoyenne italienne bafouée dans ses droits. Nous sommes tous et nous sommes toutes des Cécile Kyenge. Merci.